Ce travail a démarré il y a longtemps. En 2014, il y a un travail qui a été fait, un lab maintenance haute performance pour justement imaginer la maintenance du matériel ferroviaire dans les années du futur. Et donc, il y a plusieurs axes qui sont sortis. Donc, un, c'était la maintenance augmentée, bien entendu. Il y a eu l'usine du futur. Et naturellement, on a rencontré des entreprises qui nous ont présenté des exosquelettes et des cobots. Et suite à ce travail-là, effectivement, on a lancé un projet d'expérimentation sur les cobots, les exosquelettes que nous avons mené avec Véronique. Et donc, effectivement, nous avons travaillé sur l'expérimentation, la conception d'exosquelettes, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur un projet de conception d'un cobot de ponçage avec la société EasyBot. Alors, ce qui était intéressant, et déjà là, on voit un peu la difficulté qu'on a pu avoir, mais qui aussi a permis d'avoir des résultats satisfaisants, c'est que tout ça prend du temps. C'est-à-dire que la première fois qu'on a rencontré la société EasyBot, c'était déjà pas une société, ils étaient encore au CEA, et on les a rencontrés 2-3 fois, et puis un jour, lors d'un salon, on a vu une ponceuse au bout d'un bras EasyBot, et on s'est dit, oh, ça, super, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, et c'est de là que l'histoire est partie. Et donc, les questions qui se posent, c'est que on a, nous, des opérateurs, forcément, on a un travail qui est assez contraignant, avec des contraintes qui sont vraiment difficiles, qui ne sont pas les mêmes, il y a une grande variabilité. Et donc, est-ce qu'on peut mettre un robot ou pas? En gros, la question, c'est pas toujours possible. Nous, les expériences qu'on a avec des robots, notamment des robots de ponçage à la SNCF, ça marche un temps, mais ça ne marche pas tout le temps. C'est un petit peu compliqué. Et puis, avec un robot, c'est pas toujours flexible. Mais par contre, il n'y a pas de pénibilité. Et donc, rapidement, la question qu'on s'est posée, c'est, avec des exosquelettes ou des cobots, est-ce que ce ne serait pas une alternative pour justement assister nos opérateurs et diminuer en fait cette pénibilité? Donc voilà un petit peu les questions qu'on s'est posées tout au long de cette démarche, et on se la pose encore, bien entendu. Alors, justement, pour pouvoir faire ce travail-là, effectivement, il a fallu qu'on essaye de mettre en place une démarche, parce qu'on partait de, entre guillemets, pas grand-chose. Et donc, j'aime beaucoup la citation que je donne souvent, c'est donner des clés de compréhension et d'action à chacun par l'apprentissage, justement parce que, quelque part, depuis 2015, depuis qu'on a créé ce fameux groupe projet, on a créé des connaissances, on a permis à des gens de développer des compétences, et tout ça pour arriver j'arrive pas à lire, désolé, pour arriver justement à créer une culture autour des NTAP au sein de la SNCF. Mais pour ça, on a dû faire forcément, créer le groupe projet avec des différents collègues, pluridisciplinaires bien entendu, faire un état de l'art sur ce qui existait à l'époque, mais cet état de l'art, il se poursuit tous les jours. Là, typiquement, il y a Préventica cette semaine. On va y aller pour voir les nouveautés, pour échanger, etc. Et puis aussi pour essayer de mettre en place une approche autour des nouvelles technologies d'assistance physique, donc les NTAP. Et ça, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a sa propre manière de faire. Et c'est bien d'utiliser des méthodes, des approches qui existent, faites par des consultants, des intégrateurs, etc., etc. Mais nous, on s'est dit, nous, la SNCF, on va essayer de faire quelque chose qui nous convient à partir de nos connaissances et de nos compétences. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très intéressant. Alors, quand on a commencé à travailler dessus, faisant partie du réseau des experts scientifiques et techniques à la SNCF, j'avais eu une formation sur la théorie CECA et j'avais trouvé ça très intéressant, mais globalement, pas toujours possible à mettre en œuvre, du moins à l'époque. La théorie CECA, c'est quoi? Vous avez l'image, vous avez un espace des concepts et un espace des connaissances. Et en fait, cette théorie permet de raisonner dans l'inconnu, le connu, et tout ce qui se fait. Et donc, à partir de connaissances initiales, on va déterminer un concept initial qui, lui, est indécidable. Mais comme il est indécidable, on va retourner dans l'espace des connaissances pour justement arriver à chercher des connaissances qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux. Et puis, ça nous permet de créer des nouveaux concepts. Et c'est un aller-retour permanent entre ces concepts et ces connaissances. Et en fait, on a fait ce travail-là, alors au départ, pas du tout pour la partie cobotique, mais pour justement la conception de notre exosquelette. Mais ce qui a été très intéressant dans ce groupe de travail, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas parlé de l'objet exosquelette. En fait, on a parlé de tout ce qui est allé autour, tout ce qui allait autour. La démarche d'intégration, comment accompagner, à quoi il faut faire attention, etc., etc. On avait une multitude de questions. On a eu très peu de présentations techniques, puisque les connaissances, c'est des personnes qui sont venues nous présenter. Et ça a été vraiment très intéressant parce que le résultat de ce groupe de travail, de ce mini-lab, ça a été la démarche est plus importante que l'objet.
Donc, peu importe l'objet que l'on va avoir, ce qui est important, c'est tout ce qui va autour. Effectivement, Véronique vous présentera tout à l'heure ce qu'elle a mis en place au niveau du Kobo. En fait, on est parti de toutes ces questions qu'on s'est posées. Donc forcément, dans mon équipe, on avait une référente facteur organisationnel et humain, et puis avec Véronique, effectivement, on est sensible à cette logique-là. La culture sécurité à la SNCF, c'est une culture qui est vraiment très importante. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et dans ce mini-lab, on a eu justement des présentations de 2 personnes différentes sur les FOH. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on s'est dit, bah, effectivement, si on ne parle pas du tout, si on n'intègre pas les FOH dans notre démarche d'intégration, on aura des résultats qui ne seront pas à la hauteur. Donc, comment on peut, dans notre démarche d'intégration, intégrer les facteurs organisationnels humains de façon à avoir des résultats positifs derrière. Et à partir de ça, en fait, on a suivi une démarche qui est marquée là, la logique de méthode sécurité commune, qui est obligatoire sur tout ce qui touche la sécurité d'exploitation ferroviaire. Donc, nous, on a adapté un petit peu la méthode. Et donc, on a identifié différents thèmes. Alors, les thèmes, ça peut être justement la sécurité d'exploitation ferroviaire, ça peut être les conditions de travail, le réapprentissage des gestes métiers, etc. Il y en a plusieurs. Et ça, pareil, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. On l'adapte au fil de l'eau. Et à partir de ça, on se pose la question, quelle est la situation d'origine ? À partir de la situation d'origine, on a déjà pas mal de questions autour de ça, donc on note toutes ces questions, et après on se dit, si on se projette, si on met des NTAP, donc des nouvelles technologies d'assistance physique, donc des cobots, dans la situation, qu'est-ce qui va se passer? Et à partir de là, on va pouvoir réfléchir à cette analyse des risques. Alors analyse des risques, effectivement, technique, mais aussi à l'analyse des risques d'un point de vue la SST, et à partir de là, bien entendu, on va pouvoir déterminer des points de vigilance, des mesures de prévention complémentaires, et puis de prévoir surtout l'accompagnement. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est cette notion d'accompagnement tout au long de la démarche. Et je finirai là-dessus, après je laisserai Véronique vous présenter ce qui s'est passé concrètement. Mais moi, ce que je ressors de toute cette approche, c'est que cet accompagnement et cette démarche, elle évolue au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas du tout les mêmes connaissances et le même retour retour d'expérience de ce que l'on a fait il y a 5 ans. Donc, on adapte continuellement notre accompagnement et notre démarche d'intégration pour coller au plus proche par rapport à les besoins des agents, parce que c'est ça qu'il faut répondre. Il faut répondre à quel est leur vrai besoin pour justement arriver à un moment donné à proposer les réponses les plus adaptées. Et je finirai juste par ça, et Véronique le rappellera aussi juste après, c'est qu'à un moment donné, toutes ces nouvelles technologies, et le Kobo en particulier, c'est que ça permet de redonner toute sa valeur à l'expertise de l'agent. Et je crois que ça, c'est l'objectif final qu'il faut avoir. Donc effectivement, l'origine du Kobo, donc Lionel vous l'a expliqué, on a découvert ça donc par l'intermédiaire du CEA. Et il faut savoir que le ponçage manuel chez nous, nos différentes surfaces, en fait, sont très accidentogènes. Donc surtout fournisseur principal de TMS, donc des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur, dû aux vibrations main-bras dues à la ponceuse, et surtout la force musculaire à appliquer pour avoir un ponçage donc efficace. Donc quand on a découvert cette machine qui pouvait donc appliquer la force nécessaire au ponçage, donc plus de vibrations main-bras puisque c'est le bras donc robotisé à l'époque qui permettait donc d'amortir ces fameuses vibrations. On s'est dit pourquoi pas essayer de l'intégrer dans nos milieux. La spécificité qu'on a, c'est qu'on fait de la maintenance. Donc on est sur des pièces usagées et pas neuves. Donc on va avoir des différentes surfaces. La robotique ne fonctionne pas du tout chez nous, tout simplement parce que les surfaces sont trop différentes. Donc le programme du robot s'arrête et on doit le relancer. Avec ce système de cobotique, donc d'EasyBot, avec lequel on a travaillé, et ils ont développé vraiment par rapport à nos différents besoins, on va voir qu'on n'est pas du tout dans le même milieu. Donc l'objectif était double, donc c'est d'améliorer bien sûr l'efficience des opérations manuelles, on recherche quand même un certain niveau de productivité, mais surtout avoir du gain sur les TMS et garder l'agent en bonne santé le plus longtemps possible, bien sûr, sur ce genre de tâches. Donc ici, on est à Périgueux, donc on voit que le Kobo est blanc. C'est simplement parce que c'est le premier modèle. Il n'a pas encore sa robe définitive. L'établissement de Périgueux est un établissement industriel aussi de maintenance. Donc là, on voit typiquement sur cette photo, il faut poncer des portes et donc des capots qui ont une forme arrondie. L'expérience a commencé par une location. Les dirigeants, le manager de proximité et les agents, bien sûr, étaient très frileux en disant non, si je mets cette machine en place, ça va me prendre mon travail. Je ne vais plus être expert en ponçage, je ne vais plus être partenaire à l'équipe peinture, je vais devoir aller faire un autre métier parce que la machine le fera à ma place. Donc on a déjà eu une première phase d'approche en disant que c'est absolument pas ça qu'on recherche. On recherche juste à aider l'agent et le soulager de sa pénibilité.
Donc là, l'agent qu'on voit, le robot peut fonctionner en 3 modes. Donc on est en mode automatique sur cette photo. Donc le Kobo ponce pendant que l'agent fait les petites finitions. Effectivement, ça reste du manuel, mais le temps d'exposition est réduit puisque le Kobo permet de faire des grandes surfaces en mode temps d'exposition au TMS. L'exposition au TMS, effectivement. Ouais. Donc ça commençait à Périgueux, donc on voit que l'ambiance de travail est fortement améliorée par rapport à cette collaboration avec la machine. L'agent se l'appropriait très vite, il lui tourne le dos sans vraiment aucune peur particulière de choc ou de tout ce qui s'ensuit. Il a totalement confiance dans le fonctionnement de la machine, il le maîtrise complètement et donc dégage son expertise sur des tâches plus précises. Comme ça marchait bien à l'horizontale, on s'est dit on va le faire à la verticale. Donc on est passé sur du ponçage. Donc là on va à Rouen-Quatmar en Normandie, donc qui est aussi un technicentre de maintenance, donc sur des pièces déposées. Donc là on a un nez de TGV, donc c'est des pièces qui font entre 3 et 5 mètres. Donc pas toujours évident manuellement d'accéder à toute la surface en restant au sol. Là, la machine permet de développer son bras. Elle peut atteindre toutes les surfaces. Ce qui fait que je dégage mon agent toujours sur des choses où il y a de la plus-value. Et où il y a le moins de plus-value de ponçage, la machine prend le relais. Toujours en milieu ouvert, en mode automatique ou manuel, les deux fonctionnent. Et donc, ça permet de sauvegarder les agents, puisque à peu près sur les établissements sur lesquels on a intervenu avec ce type de Kobo, on a à peu près la moitié de l'équipe à chaque fois qui est en restriction médicale. Donc je ne peux plus lever les bras en l'air, je ne peux plus porter de charge, je ne peux plus être exposé aux vibrations. Donc toutes ces personnes, en dehors de leur souffrance bien sûr personnelle, il faut aussi qu'on puisse les reclasser dans d'autres postes et c'est toujours très compliqué. Donc là on a fait un choix différent, c'est dit non, on vous garde au poste. Par contre, on va vous apprendre à utiliser ce Kobo. Voilà comment ça fonctionne. Donc, EasyBot nous a aidés aussi dans cette démarche, en formant les agents, pour qu'ils s'approprient bien la machine, en simplifiant extrêmement les commandes. C'est un petit détail, mais c'est très important, puisqu'il n'y a que 2 boutons pour la faire fonctionner, marche-arrêt et démarre. Donc, c'est vraiment très facile à gérer, très rapide. Ils sont aussi en capacité de faire la maintenance 1, c'est-à-dire que pour X raisons, le Kobo s'est arrêté. Ils savent le redémarrer. Si jamais c'est plus compliqué que ça, on n'a pas les compétences pour le faire, on est relié directement par informatique avec EasyBot et la panne ou le bug informatique est soulevé à peu près dans les 15-20 minutes. Donc ça nous permet effectivement d'avoir une réactivité très importante. Et pour les agents, c'est important puisque en tant qu'être humain, on a un temps de réactivité qui est très rapide. Donc la machine, elle est plus lente, ça marche moins bien. Là, le fait d'avoir cette possibilité-là a soulevé aussi cette problématique-là en disant « Ok, la machine, elle peut s'arrêter, c'est pas grave, on sait faire ». Donc ça a permis de fluidifier tout ça. Et donc, en fait, on arrive au TI de Saint-Pierre-des-Corps, donc qui est un technicentre industriel de maintenance 4 et 5, donc en Touraine, où on traite différents éléments du train. Donc, je vous ai mis quelques photos de ponçage manuel, comme c'était fait à l'époque. Donc, on retrouve des situations. Donc, on n'a pas d'endroit dédié à l'origine pour venir poncer ces éléments. Donc, là, particulièrement des portes. Donc, l'agent, en fait, il décide de s'installer un peu comme il peut et comme il veut. Donc, on va retrouver des gens qui vont travailler à 4 pattes par terre, des gens qui vont travailler sur des tréteaux, donc plus ou moins stables. On est quand même sur des voies où il y a des rails. Donc, des fois, le tréteau se prend dans le rail, donc la porte est bascule, il faut la rattraper. Ça fait entre 60 et 80 kilos quand même, donc c'est pas anodin à porter. Donc c'est plutôt là, dans ce cadre-là, l'agent qui va s'adapter à son travail plutôt que l'inverse. Donc en tant qu'ergonome, on s'est dit, c'est quand même pas terrible, on va essayer de proposer donc cette machine qui avait été refusée il y a 3 ans avant à Saint-Pierre-des-Corps. L'établissement de Saint-Pierre-des-Corps avait dit non, on ne va pas sur cette technologie, elle ne nous intéresse pas, on va laisser Rouen-Quatmar et Périgueux investir dans cette technologie et on verra, nous, après, si on y va ou pas. Donc il y avait déjà quand même beaucoup d'a priori. Il s'est avéré qu'à Périgueux, l'expérience a été extrêmement positive, puisque l'agent qu'on a vu avant sur les photos m'a clairement dit j'ai 27 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, quand je ponce à la main, je ne peux pas jouer avec elle quand je rentre chez moi le soir. Depuis que je ponce avec le Kobo, je peux jouer 2h30 de plus avec ma petite fille. Donc il me dit moi, la machine, je la veux, je la garde, et même s'il n'y a que moi qui l'utilise, je la garde. Donc on était sur une base, on savait que il a fallu beaucoup d'accompagnement, une petite démarche d'acceptation, mais ça pouvait fonctionner. Les résultats étaient assez positifs. Donc on a décidé d'investir dans une première machine à Saint-Pierre-des-Corps, donc pour le ponçage des portes, donc cette fois à l'horizontale, où ça s'est très bien passé. Les agents étaient vraiment très en attente, très preneurs, parce qu'on a bénéficié bien sûr des expériences sur les autres établissements qu'on a été voir et ainsi de suite. Donc toute la démarche s'est vraiment déroulée de façon correcte, concrète, assez fluide. Tout le monde était partant. La première machine est arrivée à Saint-Pierre. Les agents ont été formés. De même, ils ont commencé à trouver d'autres utilisations
comme par exemple poncer les caisses, donc c'est les voitures du train. Donc cette fois, on retrouvait notre verticalité. Et notre toiture aussi embombée. Donc de même, ils ont proposé d'autres utilisations. Donc je suis partie plutôt confiante. Donc j'ai dû m'absenter pour une opération chirurgicale qui m'a pris quelques mois d'arrêt. Donc je suis partie vraiment confiante sur cette machine et surtout sur son utilisation quotidienne et régulière. Mais il s'est avéré que malheureusement, quand je suis revenue 5 mois après, les machines, comme j'ai entendu l'expression ce matin, je vais me permettre de la reprendre, ont littéralement pris la poussière dans un coin. Donc on s'est posé la question, comment cela se fait-il que 5 mois avant, ça fonctionne vraiment bien? On a des vrais effets physiques puisqu'on n'a plus de pénibilité, on n'a plus de vibration, on n'a plus de force musculaire à appliquer pour poncer. Les agents étaient tous formés à l'utilisation. Le management était aussi, bien sûr, intégré, du directeur d'établissement jusqu'au management de proximité. Et 5 mois après, quid, les machines sont en train de prendre littéralement la poussière. En plus, entre deux, on a investi dans 2 autres machines pour poncer des caisses. Donc, évidemment, au niveau direction, ça a été un petit peu compliqué d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant. Les machines sont fiables. L'homme est fiable parce qu'il sait l'utiliser, mais il a décidé de continuer à la main. Et donc là, en fait, je me suis aperçue que l'acceptation a été assez rapide, mais pas sur le long terme ni sur le moyen terme. Il a suffi d'un bug en fait de la machine. Un jour, elle s'est arrêtée. On n'a pas su la dépanner rapidement, on n'a pas su faire comment faire. Et ça a suffi pour dire stop, on les utilise plus, c'est plus efficace à la main, malgré les contraintes physiques. Donc de là, on a commencé des recherches pour voir un petit peu comment ça se passait. On s'est aperçu qu'il y a eu plusieurs éléments concomitants qui ont concouru à ça, en dehors de la machine. C'était vraiment le management a dit, elle fait la même réflexion que moi. C'est bon, c'est intégré, c'est utilisé, donc on s'occupe d'autre chose. Donc on a une démission, entre guillemets, de l'accompagnement managérial à ce moment-là. On a aussi une organisation du travail qui fait qu'on n'avait pas de lieu dédié pour utiliser la machine. Donc vous voyez, elle est sur servante, donc sur des roulettes, donc on peut la déplacer à différents endroits de l'établissement, ce qui était assez pratique. Mais du coup, l'agent n'avait pas de lieu identifié précisément pour utiliser cette machine. Donc il s'est dit, ils sont gentils, moi j'ai 2 tréteaux pour poncer, j'ai une machine du 21e siècle dans des conditions de travail du 19e. À un moment donné, je ne vais plus utiliser cette technologie, même si elle m'apporte du bien-être et du confort au travail, bien sûr, et de l'efficacité, tant que je n'ai pas des conditions de travail vraiment adaptées à ça. Donc, du coup, on a fait tout un travail là-dessus. On a fait des retours d'expérience différents pour voir un petit peu tout ce qu'on pouvait remonter. Et donc, on a loué un partenariat avec l'INRS donc, qui va nous aider à retravailler sur cette acceptation, puisque le projet ne s'arrête pas là, malgré ce petit OK à un moment donné dans la démarche. On est en train de finaliser donc, la dernière phase du projet en intégrant ce bras Kobo, donc d'EasyBoat toujours, qui nous accompagne depuis le début, en intégrant ces bras dans des nacelles qui vont nous permettre de poncer, cette fois, les parties hautes du train. Donc, on va pouvoir poncer toute la toiture. Et donc, la nacelle va servir de lien pour faire le travail en hauteur avec l'agent qui va être accompagné du Kobo. Et donc, ça va nous permettre d'entamer cette démarche de suivi par rapport à cette acceptation sur le moyen et surtout sur le long terme, puisque on ne va pas se le cacher, c'est quand même un investissement financier assez important, aussi un investissement de ressources important. Donc l'idée, c'est qu'au final, on ait vraiment une voie dédiée pour le ponçage et un espace dédié pour le ponçage des portes, et tout ça avec des machines donc collaboratives. Ce qui me permettra de passer la parole à Liane qui va vous expliquer. Déjà pour démarrer, je vais reprendre les propos de ma collègue Laurie Brun qui a déjà parlé d'un certain nombre de choses possibles à faire en termes de suivi. Alors je ne vais pas tout redire, mais elle a parlé de retour d'expérience, etc. La particularité de cette présentation, c'est qu'on va travailler sur le suivi via la question de l'acceptation. Donc avant de commencer, l'acceptation c'est quoi ? Ce sont les mécanismes psychologiques sous-jacents à l'adoption d'une technologie, quelle qu'elle soit. Ce qui est intéressant en fait avec ce concept, c'est que ça va nous donner des connaissances en fait sur la qualité de l'interaction homme-machine. Alors pourquoi cette question d'acceptation ? C'est parce qu'en fait, comme l'a dit Véronique, l'acceptation elle peut évoluer. Elle peut être positive à un moment donné, disparaître ensuite. On peut avoir des salariés qui vont accepter tout de suite d'utiliser une technologie, puis l'abandonner. Ou à l'inverse, des salariés qui vont être complètement bloqués dans l'utilisation, et puis au bout d'un moment, ils vont finir par l'utiliser. Deuxième chose importante, c'est qu'au niveau de l'interaction homme-machine, un certain nombre de difficultés sont connues pour apparaître longtemps après son intégration et son déploiement. Et donc, si on ne fait pas ce suivi, on passe à côté de ces difficultés.
Alors, je vais être obligée de commencer quand même par quelques repères théoriques pour qu'on puisse avoir le même langage dans la suite. Donc, je commencerai par définir l'acceptabilité pratique. Donc, en gros, très rapidement, ce sont toutes les caractéristiques, tout ce qu'il faut mettre dans un système au niveau de la conception de ce système pour favoriser son acceptation. Donc, on ne traitera pas de cette question ici, mais il est bon de le savoir. Ensuite, ce que vous voyez sur le schéma, toute la partie de droite, acceptation sociale, acceptation située, vont concerner le ressenti et les attitudes de l'opérateur, de l'utilisateur, de la nouvelle technologie. Donc, si on parle d'acceptation sociale ou acceptabilité sociale, en fait, l'idée, c'est qu'on a des outils et des modèles qui nous permettent d'essayer de prédire l'acceptation de la nouvelle technologie. Ça veut dire qu'on travaille en fait sur la représentation que l'opérateur se fait de la nouvelle technologie, en l'occurrence ici le Kobo, et ça nous permet d'essayer de prédire en amont les points bloquants et les points facilitateurs. Mais ça veut dire aussi qu'à ce niveau-là, l'utilisateur n'a pas encore interagi avec le dispositif technique. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'acceptation située. Donc là, l'opérateur a interagi avec le dispositif technique et les objectifs des outils et des modèles qu'on utilise sont de comprendre ces processus d'acceptation. Ce qui veut dire que, en fait, on a tout ce qui est acceptabilité, pratique et sociale, c'est-à-dire c'est un niveau où l'opérateur n'a pas eu d'interaction avec le dispositif, et tout ce qui va être acceptation, il y a eu interaction entre l'opérateur et le dispositif. Donc bien évidemment, l'intégration d'un dispositif, d'un Kobo, va se situer entre la prédiction et le processus d'acceptation, et ensuite ça concernera le déploiement de cette technologie. Par rapport à la question du suivi, en fait, il va concerner en fait toute cette période de l'intégration jusqu'au déploiement de la technologie. Donc ça, c'était quelques repères théoriques. Donc à l'INRS, suite à un travail, alors on a fait un travail bibliographique assez important dans les disciplines de la psychologie sociale et ergonomie, parce que dans la littérature, il existe un certain nombre de modèles qui traitent de cette question. Et on en a fait une synthèse que je vais vous présenter ici. Donc en fait, on part du principe qu'il y a 6 dimensions qui vont conditionner l'intention d'utiliser un dispositif. Donc je vais commencer par les conditions facilitantes, ce que vous avez en haut. Et les conditions facilitantes correspondent à tout ce que l'organisation de l'entreprise va mettre en place pour soutenir, intégrer et déployer le système. Donc ça peut être la formation, ça peut être le suivi, ça peut être l'existence d'un référent Kobo par exemple. La seconde dimension, si je pars vers la droite, c'est la dimension de facilité d'utilisation. Et la facilité d'utilisation, c'est le degré selon lequel l'opérateur évalue la facilité ou non d'utiliser son système et si ça va lui demander des efforts. Nous avons ajouté une dimension performance qu'on a divisée en 2. Performance en termes de productivité, c'est-à-dire qu'avec le dispositif technique, le Kobo, est-ce que l'opérateur va travailler de façon plus efficace, plus rapidement, est-ce qu'il va faire un travail de meilleure qualité? Ensuite, on a aussi ajouté une sous-dimension à la performance, c'est-à-dire la dimension performance en termes de santé et sécurité. Est-ce que ça améliore les conditions de travail? Est-ce qu'il va y avoir moins de fatigue, par exemple, dans les tâches manuelles? On a ensuite la dimension influence sociale qui correspond à la perception de l'utilisateur de la technologie sur la vie de son entourage professionnel quant au fait qu'il utilise ou non cette technologie. Entourage professionnel, c'est à la fois son collègue de proximité, son encadrant et voire même la direction. L'avant-dernière dimension, c'est l'identité professionnelle et ça correspond à la façon dont l'opérateur se représente lui-même, l'image qu'il a de lui-même quand il utilise ce dispositif technique. Donc on parle de compétences, développement ou perte de compétences. Est-ce qu'utiliser un Kobo donne de la valeur à son travail? Est-ce que le Kobo a sa place dans ce métier?
Et la dernière dimension correspond aux affects, c'est-à-dire à tous les ressentis de l'opérateur. Est-ce que c'est agréable de travailler avec un cobo? Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il est anxieux, etc. Donc pour information, en fait, ce modèle a été élaboré au départ dans le cadre des exosquelettes. Donc on a fait un questionnaire à partir de ces 6 dimensions qui comprend 45 items et qui prend une vingtaine de minutes à passer. Donc j'ai mis la référence en haut à droite pour les exosquelettes. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de reprendre ce questionnaire et de le modifier à la question de la robotique collaborative. Évidemment, ce questionnaire traite à la fois de l'acceptabilité, c'est-à-dire prédiction. Est-ce qu'on peut déjà en amont identifier les points bloquants et les points facilitateurs? Et le questionnaire aussi pour la question de l'acceptation. Donc, on vient de parler du questionnaire. Et en fait, la question de l'acceptation, c'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de cocher tout au vert, tous les 45 items de ce questionnaire, ou d'avoir ces 6 dimensions parfaitement au vert. Ce serait un petit peu compliqué. En revanche, l'acceptation, ça va être une question d'équilibre entre ces différentes dimensions. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir compenser celles qui sont un petit peu évaluées négativement. Tout est question d'équilibre. Ce qu'on a pu voir également, c'est que le poids de ces dimensions sur l'intention d'utiliser une nouvelle technologie est complètement différent selon le moment où on se trouve. C'est-à-dire qu'au moment où on va intégrer une nouvelle technologie, on va avoir par exemple les conditions facilitantes qui vont impacter très fortement l'intention d'utiliser le cobo. Et un petit peu plus tard, au moment du déploiement, on va avoir d'autres dimensions qui vont prendre le relais. Donc je parlais de question d'équilibre, mais ensuite il faut ajouter cette question de poids qui va faire varier l'intention d'usage. Ça permet d'illustrer un petit peu pourquoi à un moment donné, 5 mois avant, certains opérateurs utilisaient le dispositif. Au retour de Véronique, plus personne ne l'utilisait. C'est une des pistes d'explication. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un processus dynamique qui évolue dans le temps et qui est très fragile. C'est-à-dire qu'on fait une modification au niveau de l'organisation ou au niveau du système, et en fait, toute la question de l'acceptation se rejoue. Donc l'idée du travail qu'on va faire avec la SNCF, justement, ça va être de suivre cet équilibre dans le temps. Ça va nous permettre d'avoir un retour d'expérience et d'avoir des informations sur la qualité de l'interaction entre les opérateurs et le dispositif. Alors la démarche qu'on a envisagée, c'est déjà d'identifier tous les changements qui a eu lieu entre le moment de l'intégration et le moment de déploiement. Et donc, c'est un suivi longitudinal. Donc, il faudra systématiquement, à chaque fois, refaire un point sur les changements, que ce soit en termes d'organisation, en termes de dispositifs, en termes de conditions de travail, de postes de travail, etc. On va élaborer en collaboration un certain nombre d'outils, de mesures, pour essayer de repérer quand est-ce que cet équilibre est maintenu ou quand est-ce que d'un seul coup, il s'effondre d'un côté, par exemple, et ce qui va provoquer le rejet des opérateurs de la technologie, ou au contraire favoriser son acceptation. Donc on est en train de travailler aussi avec d'autres entreprises sur cette question, et donc on va mutualiser l'ensemble de ces résultats. Donc à ce jour, les outils sont en cours de définition, mais ils seront probablement basés sur des méthodes assez classiques en ergonomie, sur des entretiens individuels, des entretiens collectifs avec les opérateurs, avec l'encadrement, etc. Le fait de suivre comme ça sur le long terme l'évolution de l'acceptation, ça va permettre aux entreprises d'avoir des actions de correction sur ce qui ne va pas, actions qui pourront être définies assez rapidement puisqu'on va avoir un retour rapide sur ce qui ne va pas tout de suite, mais aussi de mettre en place des actions de prévention pour pouvoir maintenir cet équilibre. Parce que bien évidemment, si les choses se passent pas bien, on peut faire l'hypothèse que les difficultés vont créer aussi des risques autres que ceux qui sont liés et dont on a déjà parlé. Donc, pour conclure, en fait, pour conclure cette présentation à 3 voix, on a bien vu qu'il y avait eu une identification du besoin, une identification des risques. La SNCF avait une démarche propre. Et puis, on a aussi pu faire le constat qu'à un moment donné, on a l'impression
que tout se passe bien. Et il suffit de peu ou de beaucoup, ça dépend des situations, pour voir que d'un seul coup, tout s'arrête. Donc le suivi, c'est pas parce qu'une fois qu'on a fait l'analyse du besoin, l'analyse du risque, il s'agit également aussi de suivre l'évolution de l'intégration de ce système, de ce déploiement de système en termes de santé et sécurité. Donc l'idée, c'est quand même de faire de la prévention et d'avoir des informations sur toutes ces difficultés que peuvent rencontrer les opérateurs en interagissant avec les nouvelles technologies. Je vais demander donc à Lionel Giovanelli et Véronique Touchard de vous rejoindre. Oui, j'avais quelques petites questions. Alors, on vous demande par exemple quelles étaient les données sur l'acceptation dont vous disposiez, vous, à la SNCF, avant d'impliquer l'INRS dans le projet. Eh ben, en fait, ce qui était très intéressant dans la démarche, c'est que quand on a fait ce travail de mini-lab avec la théorie CK, c'est qu'on ne parlait pas à ce moment-là d'acceptabilité, d'acceptation. Donc nous, on a travaillé sur la partie... C'est-à-dire qu'on imaginait que ça allait aller de soi? C'était pas un sujet? Non, c'était des questions qu'on avait. D'accord. On avait des questions comment accompagner. Et donc, on est parti sur la logique FOH. Et puis, effectivement, quand l'INRS a commencé à nous présenter un peu ce qu'il faisait sur la démarche, le processus d'acceptabilité et d'acceptation, on s'est rendu compte que les deux étaient complètement complémentaires et donc ça coulait de source. Et effectivement, maintenant, dans la démarche où on en est, c'est que le processus d'acceptabilité et d'acceptation, c'est ce qui permet d'englober la démarche globale. Et à l'intérieur de ça, on va mobiliser justement une approche FOH, une approche etc. sur la culture sécurité. Mais tout ça, c'est pour le processus d'acceptabilité et d'acceptation. Alors, Véronique Touchard, vous étiez au plus près, je dirais, de tout ce qui s'est passé à Rouen, à Périgueux, à Saint-Pierre-des-Corps. Et donc, vous nous avez expliqué qu'à un moment donné, voilà, il y avait cette idée d'avoir un Kobo. L'accueil était un petit peu mitigé. Et puis, il y a une personne qui a dit, écoutez, moi, je veux bien essayer. Puis, il a essayé. Alors, c'est une histoire que vous avez racontée peut-être un peu rapidement, parce que moi, elle m'a marqué. Et il a essayé, et il est revenu voir ses collègues, et il leur a dit, moi, j'ai une petite fille, un petit bébé. Et il se trouve que quand je rentre chez moi, normalement, je ne peux pas m'en occuper pendant 2h30, tellement j'ai les mains qui tremblent. Hein. Et maintenant, je peux jouer avec mon enfant. Et ça a été quelque chose qui a fait un déclic dans l'esprit des autres. Alors, ça a surtout été un déclic pour moi. Ah bon? En me disant, bon, ok, je sais pourquoi je me lève le matin. Là, j'y crois vraiment à mon affaire, à mon Kobo. Alors, en fait, j'ai eu deux réactions par rapport à ça. Donc, l'agent donc avec la petite fille, donc junior, hein, je peux le citer parce qu'il me sert de repère et, pour la SNCF au national maintenant, a vraiment été l'élément déclencheur pour le reste de l'équipe. Par contre, la contrainte pour le reste de l'équipe n'était pas la même. La pénibilité, ils la connaissaient, ils l'avaient accepté. Le fait d'avoir mal, pour eux, c'était devenu quasi normal. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, ils ne voyaient pas forcément... Et c'est moins normal même pour la SNCF, parce que vous voyez, si vous me passez l'expression, les dégâts que ça produit quand même sur ces personnes. Les générations se succèdent, et le pourcentage, il est toujours aussi difficile. Tout à fait. En fait, c'était ancré qu'on restait 5-6 ans dans cette équipe, et puis qu'après, on allait faire autre chose, puisqu'on a cette possibilité-là au sein de nos établissements de changer de métier tous les 4 ou 5 ans. Donc, pour eux, c'était normal. Voilà, c'était un passage à passer, et ainsi de suite. Et donc, vraiment, pour l'autre partie de l'équipe, ce qui a été déclencheur, c'est de dire il y a un dirigeant qui a dit « Ok, j'ai entendu vos plaintes, en fait, vos demandes, et on va refaire complètement l'environnement de travail par rapport au Kobo. » Donc en fait, on a été dans une démarche un peu inverse. On a vraiment d'abord mis la machine, ça a fonctionné, on a eu des gains très rapidement. Donc du coup, on a refait l'environnement de travail par rapport à la machine. Et là, ça a amélioré l'acceptation, l'usage, etc. Vous disiez, voilà, il y en avait un qui travaillait, il posait les choses sur des tréteaux, mais c'était pas vraiment fiable, ça tenait pas, il y avait pas de manipulateur. Il y avait des problèmes de lumière aussi, d'éclairage. Il n'y avait pas de lumière, les sols étaient très dégradés. Les sols n'étaient pas planes, alors qu'il faut décider. C'est mieux quand c'est plan, quand on a des supports pour venir travailler du coup sur le plan. Donc vous avez refait vraiment tout l'environnement de travail. Tout a été refait, la luminosité, on a travaillé sur la luminosité, les tréteaux, les supports de travail, parce que c'est plus des tréteaux maintenant. On a mis aussi ils ont mis aussi en place des manipulateurs pour les portes, donc du coup plus de ports de charge non plus. Donc ils ont vraiment adapté l'environnement de travail, et du coup quand la machine a été de nouveau mise en place, on est passé d'1 à 4 ou 5 parce que tout le monde voulait sa machine pour pouvoir travailler en confort dans ce nouvel atelier. Alors, deux petites questions encore, une peut-être pour vous, Véronique Touchard, de la part de Timothée Lourme. Comment vous êtes-vous assuré que le Kobo, ou peut-être vous, Lionel, comme vous voulez, comment vous êtes-vous assuré que le Kobo ne ponçait pas trop les pièces pour ne pas les endommager? Comment est-ce qu'on mesure ça?
Alors en fait, oui, ça a été un petit rapide la présentation, désolé. On a une tablette tactile en fait qui permet de gérer la force de pression que le Kobo va appliquer sur la surface. Donc on a développé complètement, EasyBoat a développé la machine complètement par rapport à nos besoins. Donc on a étudié ça en amont, bien sûr, avec eux et leur ingénieur. Parce qu'il y avait un exemple où il y avait, je crois, 7 couches de vernis, c'est ça? Je ne sais plus si c'était avec vous. Alors nous, on n'a pas de vernis, on a juste de la peinture et de l'après. C'est un peu différent des bustes de tout à l'heure. Mais donc du coup, voilà, on a travaillé par rapport à ça. Et donc en fait, on a mis un curseur mini et maxi pour être sûr de ne pas atteindre la matière, mais vraiment soit de dépolir ou soit de poncer la surface. Et juste pour compléter la réponse, c'est justement la partie physiquement difficile, elle est faite par le Kobo. L'agent, lui, il va piloter le Kobo pour que ça soit bien poncé. Donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur redonner la valeur à l'expertise de l'agent. L'expertise de l'agent, c'est pas de poncer, c'est que ce soit bien poncé. D'accord. Et puis, peut-être une question pour vous, une dernière, Liane Violand. On vous demande combien de temps la démarche de suivi est-elle menée? Est-ce que c'est toute la vie du système? Comment ça se passe, là? Parlez bien dans le micro. Clairement, je ne peux pas vous donner une deadline. On va voir, c'est ça? Je pense qu'en fait, globalement, tout le temps. Parce qu'en fait, une situation de travail, elle bouge. Les opérateurs ne sont pas toujours les mêmes. Le besoin évolue, donc ça veut dire qu'il faut réidentifier le besoin et relancer la démarche, identification des besoins, des risques, etc. Une situation de travail, elle évolue et les opérateurs évoluent. Donc, je ne peux pas donner de date de fin. Il n'y en a pas. On va voir, quoi. Hein, voilà, on va s'adapter au fur et à mesure. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous.